Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, mort de Marie Samb à Ngor, le procureur de la République conforte la gendarmerie nationale. La famille de la victime rejette la thèse de la mort naturelle. Journée mondiale Alzheimer, il faut soutenir les malades en les intégrant dans la vie sociale. Des conseils du professeur Mamadou Koumé en Afrique, 10 sur 100 malades. 10 sur 100 malades psychocognitifs sont atteints d'Alzheimer. Dans l'actualité également, la clôture de la 17e conférence africaine du cajou. La rencontre a réuni à Dakar plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, premier producteur de cajou au monde. On est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse aujourd'hui à l'ouvrage Inspiration malikienne sur des prodiges de Tivaouane. Note de lecture à suivre. Soir d'info, la suite, le football à l'honneur. L'actualité du football passée en revue avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, passe à table dans la foulée de cette édition. Affaire de la mort de Marie Samb après son interpellation par la gendarmerie nationale à Ngor, le procureur de la République renseigne que Marie Samb est morte suite à une pancréatite aiguë hémorragique et une absence de signes traumatiques. Une mort naturelle avancée dans un premier temps par la gendarmerie nationale. Mais la famille de la victime ne l'entend pas de cette oreille. Voyons tout cela avec Habib Faye. Ngor, dans la tristesse depuis 3 jours, a inhumé ce matin sa fille. Marie Samb, décédée ce 19 septembre suite à une patrouille de la gendarmerie sur la plage aux environs de 21h. Marie Samb, c'est quand je buvais du thé qu'on m'a annoncé que Marie Samb a été malmenée par les gendarmes. Ils l'ont enfermée dans le véhicule de la patrouille. Il paraît qu'elle a piqué une crise dans nos rap et c'est par la suite qu'elle a rendu l'âme. Puis, ils l'ont mis sur les trottoirs et s'en vont. C'est cette version des faits que j'ai reçue. Ainsi, je suis allé à l'hôpital de Ngor pour constater les faits. Ce qui s'est passé dans la voiture de la patrouille, je l'ignore vraiment. Ce qu'on l'a fait aussi, je l'ignore. Le rapport d'autopsie atteste une mort naturelle, une thèse que la famille balaie d'un revers de main. Nous ne croyons pas à la théorie de l'autopsie. J'ai dit aux médecins que l'autopsie est fausse. C'est impossible qu'il soit une mort naturelle. Au moment des faits, si on l'avait laissé sur la plage, continuer à déguster son hamburger avec ses camarades, elle ne serait pas morte. Ils ont causé la mort de ma fille. La famille Samb, attristée par cette disparition, compte rester en justice. Elle a été malmenée. Ses compagnons ont témoigné qu'elle a été malmenée par les gendarmes dans leur véhicule de patrouille. Et nous avons les preuves. Tout ce qu'ils diront leur engage. Notre avocat va faire le nécessaire pour démentir l'autopsie. Pour démentir l'olgue. On ne va pas en sortir là. Marie Samb, selon l'autopsie, serait sujette à des crises qui seraient liées à des considérations purement traditionnelles. Le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé magnifie l'élan de solidarité suite à l'incendie qui a coûté la vie à 8 personnes dans cette commune. 8 personnes, c'est le dernier bilan de l'explosion de cette bonbonne de gaz. La municipalité sera aux côtés des familles endeuillées, annonce le maire Cherguey que voici. Depuis lors, chaque jour, on nous annonce des décès. Au moment où nous parlons, nous sommes à 7 décès. C'est beaucoup. Sur les 11,
7 décès sur les 11. Chaque jour, c'est des va-et-vient de la maison au cimetière de Yoff pour les enterrer. C'est le lieu aussi de remercier les populations de Dieuppeul-Derklé, particulièrement celles de Derklé. Les associations qui sont dans la commune sont dans un élan de solidarité. Ils sont en train de collecter des fonds pour venir en aide à ces populations. Des personnes m'appellent même d'ici et d'ailleurs pour véritablement me soulager, mais aussi présenter les condoléances et apporter leur solidarité. Au niveau de la commune, nous lançons un appel solennel à toutes les autorités, à toutes les personnalités, à toutes les organisations, pour venir en aide à cette famille vraiment éprouvée. Pour ce qui concerne la commune de Dieuppeul-Derklé, nous allons vers un conseil municipal. Nous avions d'abord, au-delà de cet appel lancé, nous pensons aussi rendre visite aux blessés et aller à la maison mortuaire pour apporter notre contribution. Voilà véritablement la situation que nous vivons, qui est une situation très difficile. Et le dernier bilan qui fait état donc de 8 morts. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale de l'Alzheimer. Il faut soutenir les malades en les intégrant dans la vie sociale. Ce sont des conseils du professeur Mamadou Koumé. En Afrique, 10 sur 100 malades psychocognitifs souffrent d'Alzheimer. Dissa Prera. Particulière, mais des facteurs aggravants. Une fois que le malade est atteint, la progression est irréversible. La maladie d'Alzheimer, c'est la forme de détérioration cognitive la plus fréquente au monde, dans le cadre des troubles neurocognitifs majeurs. Ces troubles neurocognitifs majeurs constitués par une perte progressive et irréversible des fonctions cognitives. L'âge, les prédispositions génétiques, la faiblesse du réseau social ainsi qu'un faible niveau scolaire sont les facteurs à risque. Les personnes du troisième âge restent les plus exposées. En Afrique et au Sénégal, les statistiques tournent autour de 10%. D'après les statistiques, nous avons eu à faire des études. En Afrique, en la moyenne, la survenue de cette maladie est de 10%. C'est à peu près ce qui se passe au Sénégal. Sur un échantillon d'une dizaine d'années que nous avons colligé, cette maladie représente 9,1%. Et parmi ces maladies, ces troubles neurocognitifs majeurs, les 45% sont dominés par la maladie d'Alzheimer suivie par les troubles neurocognitifs dus aux AVC. L'Alzheimer n'a pas de traitement curable. Les médicaments qui sont prescrits aux malades servent plutôt à ralentir l'accélération de la maladie, mais la prise en charge sociale reste la meilleure manière d'aider le malade. La prise en charge elle est essentiellement non pharmacologique et repose sur la prise en charge sociale, notamment familiale. Interdire à sa maman de faire la cuisine, interdire à sa maman de d'aller au marché, interdire à son père d'aller à la mosquée ou à des manifestations, c'est accélérer la survenue de ce type de maladie. Ce 20 septembre est célébré dans le monde la journée internationale de lutte contre l'Alzheimer. D'après le directeur du service de gériatrie de l'hôpital de Fann, aujourd'hui, on note de plus en plus la montée de ce type de pathologie au Sénégal. Merci Dissa. Dans l'actualité politique, l'Union sociale libérale compte saisir la Cour de justice de la CEDEAO en procédure d'urgence si le gouvernement du Sénégal maintient le système de parrainage. Maître Abdoulaye Tine et ses camarades estiment que l'État doit appliquer la décision de la Cour. Alassane Ba. Il se dit surpris par la sortie du président Macky Sall et dit attendre des explications des forces islamistes au Sénégal. Maître Tine n'y croit pas. Il va falloir qu'il nous donne des explications. À défaut de le faire, il va falloir instituer une commission d'enquête parlementaire le plus rapidement possible. Moi, personnellement, j'y crois pas. Si le président de la République va en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et appelle les journalistes, non pas sénégalais, mais d'un autre pays pour nous dire que quand même, on a été attaqué par des forces islamistes qui veulent prendre le Sénégal, c'est qu'il y a un vrai problème. Je pense qu'il va falloir s'expliquer sérieusement, sans faire de la politique.
Dans le deuxième point abordé dans son face-à-face avec les journalistes, Maître Abdoulaye Tine est revenu sur le processus électoral. Il attend de l'État du Sénégal l'application de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur le parrainage. Nous irons jusqu'au bout parce qu'il est hors de question de laisser, par perte et profit, un jugement communautaire. Parce qu'au-delà du Sénégal, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO s'impose à tous les États membres de l'organisation. Et surtout, nous n'excluons pas, si l'arrêté du ministre Antoine Diome venait à sortir pour maintenir toujours le système, nous allons dans un second temps l'attaquer aussi en procédure d'urgence. Le président de l'USL annonce la mise en place d'une coalition bâtie sur la base de ce qu'ils appellent une union à la base. Ce sera une coalition des forces sociales, économiques, de jeunesse, des forces travaillistes, des forces religieuses, donc dans chaque localité, qui vont se fédérer pour avoir un accord commun de gouvernement que nous allons porter et appliquer à partir du 2 avril 2024. Le lancement de cette coalition se fera sous peu. L'Union sociale libérale va tenir un congrès d'investiture au mois d'octobre. Les forces occultes qui voulaient mettre la main sur le Sénégal ont lamentablement échoué, selon le président de la République sur France 24 RFI. Interview durant laquelle Macky Sall a également évoqué la dissolution du parti PASTEF, dissolution largement justifiée selon le chef de l'État que voici. Le Sénégal a fait l'objet d'une agression par différentes forces obscures, pensant pouvoir mettre la main sur le pays. Et c'est une grosse illusion. Parce que le Sénégal est une démocratie solide. Et moi, je veillerai personnellement jusqu'à ce que je rende le pouvoir à ce que ce pays ne soit pas déstabilisé, et quels que soient les auteurs ou leurs complices. Et ça, c'est un engagement que j'ai fait devant les Sénégalais et que je respecterai. Maintenant, la justice, dès lors qu'il y a eu des chefs d'accusation, aura l'occasion de revenir sur tel ou tel fait. Je ne veux pas commenter vraiment un dossier qui est pendant. Mais des forces obscures, vous voulez dire des forces islamistes? C'est ça que vous voulez dire? Il y a des forces islamistes, il y a des forces politiques, y compris en France. Donc c'est un conglomérat d'intérêts qui pensaient mettre la main sur le Sénégal. C'est une illusion et ils ont échoué lamentablement. Ce parti est dissous pour la bonne et simple raison que les partis ont des obligations. Un parti politique qui bénéficie de la loi ne peut pas appeler à l'insurrection à longueur de journée, ne peut pas poser des actes qui sont répréhensibles et qui sont condamnés par les lois. Et c'est très clair, la loi est très claire. Quand un parti sort de son droit, il est dissous. Ce n'est pas la première fois qu'un parti est dissous au Sénégal. Ensuite, il y a les voies de recours. D'ailleurs, je pense qu'ils sont allés à la Cour suprême. C'est ça, un état de droit. En France aussi, on dissout des organisations. Comment voulez-vous que dans une démocratie, on admette et qu'on accepte qu'un parti appelle tous les jours à la destruction de l'État et du pays et qu'on laisse ce parti évoluer? C'est aussi simple que ça. L'ex-premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, candidat à la présidentielle de 2024. Je m'engage pour un pacte nouveau qui réconcilie la jeunesse avec qui réconcilie la République avec sa jeunesse, a-t-il déclaré. Ibrahim Makal. C'était dans l'air, aujourd'hui c'est officiel. Mohamed Boun Abdallah Dionne déclare sa candidature pour le fauteuil présidentiel en 2024. L'ancien Premier ministre prend ainsi le contre-pied du président Macky Sall qui a choisi Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans sa lettre relative à sa déclaration de candidature, le natif de Gossas, sans le dire expressément, semble même lister les limites que le régime a fini d'atteindre. Entre autres, l'absence d'une bonne politique de jeunesse qui explique en partie la résurgence de l'immigration clandestine. La tension politico-sociale également qui sévit dans le pays. Les intérêts supérieurs de la nation devront toujours déterminer notre attitude, dit-il, raison pour laquelle il s'engage.
Un engagement pour une refondation et un réajustement des règles de vie économique, politique et sociale sénégalaise sur des standards élevés à définir à partir d'une vision commune de l'avenir. Mahammed Boun Abdallah Dionne entend une fois à la magistrature suprême réconcilier la République avec sa jeunesse dont le malaise nécessite l'adoption urgente d'une nouvelle politique nationale de jeunesse. Son ambition pour le Sénégal s'exprimera, dit-il, à travers une série de réformes et de projets nouveaux qui se déclineront en marqueurs noirs dans le programme du gouvernement qu'il mettra en place une fois élu. Dans l'actualité politique toujours, les élus Benno Bokk Yakaar de Tambacounda appellent à l'unité, gage de la victoire de la coalition. Suivons là-dessus le DG de la SICAP, Mamadou Kassé, avec Modou Fall. On veut féliciter de ceux qui étaient candidats et qui ont pu surseoir à leur candidature. Je pense tout de suite à notre camarade, notre grand frère, le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Et nous avons dans notre résolution demandé aux autres qui ne l'ont pas encore fait de le faire de la même manière que l'a fait le président Abdoulaye Daouda Diallo, c'est-à-dire rejoindre les rangs. Toujours en mémoire les mots que le président a prononcés lorsqu'il nous a reçus, nous les élus, à la veille de son adresse historique à la nation du 3 juillet 2023. Et il nous avait dit ceci: je suis persuadé d'une chose, unis vous allez gagner. Donc naturellement, le premier pas, ou je dirais le premier préalable que nous avons à remplir, c'est d'abord de réussir la plus large unité possible. Ce 21 septembre est également célébrée la journée internationale de la paix dans le sud du pays en proie à un conflit armé. Quarantaine, les organisations impliquées dans la recherche de la paix ont mis cette année le curseur sur le rôle attendu des jeunes dans la préservation de la paix sociale. Lamine Ba et Lamine Mantiang. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance a changé de paradigme dans la célébration de la journée dédiée à la paix dans le monde. Ce 21 septembre, en lieu et place d'une communication traditionnelle sur les enjeux du conflit, les femmes ont mis le curseur sur le rôle que les jeunes doivent jouer dans la préservation de la paix sociale dans un contexte préélectoral. En donnant cette année une touche particulière à la journée, nous sommes loin de dévoyer la mission première de la plateforme, à savoir œuvrer pour une paix définitive en Casamance. Seulement, nous avons opté de nous pencher sur la jeunesse face aux défis sécuritaires, aux enjeux politiques, à la désinformation pour un Sénégal de paix. C'est un thème judicieux. Au regard des séries de violences, il est judicieux parce que dans un contexte préélectoral, nous estimons qu'il faut renforcer la vigilance. Cette invite faite lors du panel a été le cadre de formulation d'un plaidoyer en faveur d'une prise en charge plus accrue des préoccupations des jeunes dans la planification des politiques de développement. D'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 58% de la population a entre 15 et 34 ans. Ces statistiques doivent nous inviter à prêter une attention particulière à cette couche qui est un atout important, non seulement pour le développement, mais aussi pour construire un monde de paix. Les jeunes doivent être donc au cœur de l'action en faveur de la paix pour atteindre les objectifs mondiaux. L'occasion a été saisie par la plateforme pour faire le point sur la gestion par le régime du président Macky Sall du dossier casamancien. Mais on peut tirer un bilan positif puisque voilà que l'accalmie continue à perdurer. Ça fait plus de 5 ans que nous vivons une accalmie. Mais comme nous l'avons l'habitude de le dire, une accalmie, ce n'est point la paix définitive. Il faut donc qu'on transforme très rapidement cette accalmie en une paix définitive en Casamance, en incluant les jeunes, les femmes et les organisations de la société civile. Avant de partir, que des accords de paix soient définitivement signés en Casamance. Plusieurs couches qui ont pris part au panel ont émis des suggestions dans le sens de renforcer ce genre d'initiative très profitable à la paix sociale.
Merci Lamine. Dakar a accueilli la 17e conférence africaine du cajou, occasion pour le gouvernement sénégalais d'échanger avec les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire, vous le savez, premier pays producteur de cajou avec plus d'1 million de tonnes. Daïmati Dieng, Mamadou Gueye. En ce qui concerne la gestion de la filière de l'anacarde, le Sénégal compte s'inspirer du modèle ivoirien. La Côte d'Ivoire a fait des bons importants et a un niveau de production qui est vraiment très élevé, plus de 1 million de tonnes. Au Sénégal, notre production n'arrive pas pour le moment à 100 000 en tout cas, mais nous avons fait beaucoup de progrès. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur du noix de cajou, livre ses secrets tout en espérant une bonne collaboration avec le Sénégal. Dès lors que nous avons décidé de faire de la production, il faut que nous soyons capables de transformer nos produits pour ajouter une plus-value à ce que nous faisons et permettre à nos producteurs de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Cette filière a déjà généré 100 000 emplois au Sénégal, même si d'autres défis doivent être relevés selon l'interprofession cajou au Sénégal. L'État du Sénégal, il faut reconnaître avec le PACAS, projet d'appui à la compétition anacarde du Sénégal, a commencé à prendre en charge cette question de production en formant plus de 600 producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, mais aussi en formant aussi des pépiniéristes qui pourront vraiment relever ces défis. Ce sont ces défis qu'il faudra vraiment renforcer et accompagner et soutenir. Cette conférence africaine du cajou qui s'est ouverte à Hambourg va durer 4 jours. Merci Daïmati. Quelques jours du Gamou, zoom sur le COSCAS, ces infatigables hommes en vert, organisation créée en 1968 et qui compte plus de 5000 membres. Le COSCAS, un instrument de développement à la disposition de la Hadara. Cheikh Anta Diop et Seylatir. Des talibés tidianes, membres du COSCAS, en plein dans les préparatifs, la mobilisation a sonné. Vêtus de leur gilet à l'effigie du COSCAS, ils s'activent dans la discipline. 2 tentes seront érigées en face de la résidence Serigne Babacar Sy et à l'intérieur de l'esplanade de la mosquée. Khalifa Niang, il est le secrétaire général du COSCAS, comité d'organisation au service du Khalifa Babacar Sy. Il revient sur l'historique de la mise en place de cette organisation. Le COSCAS, xalaat bi mi ngi déparé 68 ndax 68 ci la garaw bu mag boobu amoon ñu garawu Semino yi mu tombé gàmmu Tiwaawan. Cette idée nous est venue en 1968 avec la guerre des cheminots. Senghor avait dit à Serigne Cheikh qu'il ne pouvait pas envoyer des services d'ordre à Tivaouane lors du Gamou. C'est ainsi que Serigne Cheikh a demandé à Serigne Abdou Aziz Al Amin de mobiliser les talibés pour l'organisation et la sécurité. Ils étaient 70 après le Gamou. Serigne Cheikh Tidiane Sy, une fois retourné à Dakar, il avait demandé aux talibés de continuer cette organisation. 70 personnes yooyu ñoo organisé Gamou ga ba Gamou ga jàllee nag ndax Serigne Cheikh ba muy ñibbi nag mu leen fekk ma Dakar mu ne leen lii daal lii na continuer. COSCAS compte actuellement en son sein plus de 5000 membres. Cela dit, l'organisation est bien structurée. COSCAS au niveau national la région yëpp ñëw. COSCAS est national, toutes les régions sont représentées. Au total, nous avons 5000 membres et même plus. Nous avons commandé des uniformes, 6000. Cela veut dire que nous avons de nouveaux membres. Parce que déwén nañuy changé tenue yi te li ñu commandé dem na 6000 et quelques. Les membres du COSCAS portent des uniformes synonymes d'engagement au profit de la tariqa Tidjania. Le Gamou qui sera célébré le 27 prochain et sans transition. On s'intéresse justement à l'inspiration malikienne sur des prodiges de Tivaouane. Un livre du docteur Bakary Samb, note de lecture dans les bonnes feuilles de la rédaction, signé Ibou Diouf. Dans cette large pensée de Seydi Hadji Malick Sy qui... Inspiration malikienne sur des prodiges de Tivaouane, un recueil de textes dédiés à la vulgarisation de l'œuvre d'El Hadji Malick Sy, au patrimoine intellectuel et spirituel du Tivaouane. Dans cet ouvrage, je développe beaucoup de thématiques. D'abord, comment Seydi Hadji Malick Sy a contribué à l'islamisation en profondeur du Sénégal avec le système de la Moukadamiya. Je raconte aussi la manière dont Seydi Hadji Malick Sy, pendant l'époque coloniale, a pu mener sa mission en toute quiétude et dans la paix et la quiétude dans ce pays-là, ce qui est très très important. On parle de résistance passive, mais Maodo va au-delà. J'ai pu aussi inviter les jeunes à entrer
dans l'univers poétique de la Nounia, c'est-à-dire de la Mime El Hadj Malick, ses écrits panégyriques sur le prophète Mohammed, leur dimension, et essayer de l'interconnecter avec les autres références qu'on trouve dans le monde musulman, afin d'inviter à ce voyage cette odyssée littéraire que représente aujourd'hui le Gamou de Tivaouane. Bakary Samb présente son ouvrage tel une production qui vient répondre à un besoin et à une grande attente de la part de la communauté. Sur plusieurs points, cet ouvrage peut contribuer à la connaissance de l'œuvre malikienne. Premièrement, sur le plan de l'accessibilité. C'est une pensée soufie, mystique, écrite en arabe, et j'ai fait l'effort de la traduction, mais aussi l'effort de la transmission en un langage beaucoup plus compréhensible pour les jeunes. En somme, j'ai fait de la pédagogie différenciée, dans le sens où ça permet à ces jeunes-là d'accéder à la connaissance, mais aussi d'accéder à une pensée qui parfois est complexe. Inspiration malikienne sur des prodiges de Tivaouane, un livre de Bakary Samb qui lui a permis de contribuer à la valorisation de legs spirituel pour mieux faire face aux défis des temps modernes. Je crois qu'en revisitant les pans de sa vie, les pans du l'itinéraire de Seydi Hadji Malick, de Ndiarndé à Tivaouane, l'institutionnalisation de l'école de Tivaouane, le califat de Serigne Babacar, de El Hadji Mansour et d'autres, j'ai pu faire voyager cette jeune génération à travers les écrits, à travers les étapes historiques, dans cette large pensée de Seydi Hadji Malick, qui, à mon avis, mériterait d'être beaucoup plus vulgarisée. Non pas seulement pour nous, mais pour le monde. Vous savez, nous vivons à une période où nous vivons dans un contexte globalisé, où circulent des offres économiques, politiques, spirituelles, idéologiques. Si nous ne faisons pas l'effort de positionner notre offre de spiritualité, notre offre de valeur sur ce marché de biens symboliques, eh bien nos enfants risqueraient de consommer d'autres offres. Bakary Samb a habitué les lecteurs à des analyses sur des questions liées à l'actualité dans le Sahel, sans oublier ses contributions et articles sur l'islam, la Tidjaniya et la vie et l'œuvre d'El Hadji Malick Sy. À mon avis, mériterait d'être beaucoup plus vulgaire. C'est le professeur Bakary Samb de Timbuktu Institute. Dans l'actualité sportive, recul de 2 places au classement FIFA pour le Sénégal au mois de septembre. La rencontre amicale Sénégal-Mali annulée. Et puis Raoul Toupane, nouveau directeur technique national du basket. Tout cela dans le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. L'équipe nationale de football du Sénégal en régression au classement FIFA. Les Lions, battus 1-0 à domicile par les Fennecs d'Algérie, après un match nul 1 but partout contre le Rwanda, reculent de 2 places au classement du mois de septembre. Les protégés d'Aliou Cissé passent de la 18e à la 20e place mondiale. Ils restent tout de même 2e au niveau africain, derrière les Marocains qui gagnent pour leur part une place en se hissant au 13e rang. Le Mali, 8e en Afrique et 49e au niveau mondial, ne va pas rencontrer le Sénégal le mois prochain. Le match qui était prévu le 13 octobre prochain a été annulé d'un commun accord par les 2 fédérations. La raison évoquée, le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan le 12 octobre prochain. Le tirage des 6 groupes dont les 4 chapeaux sont désormais connus. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, se trouve dans le chapeau 1 en compagnie du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de l'Égypte. Au pire tirage, Sadio Mané et compagnie peuvent être dans la même poule que le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau en se référant au classement FIFA. Passons au basketball avec la Fédération sénégalaise de la discipline qui choisit Raoul Toupane au poste de directeur technique national en remplacement de Moustapha Gaye, démissionnaire à l'issue de l'Afro-Basket féminin 2023. Une petite promotion pour Toupane qui était jusque-là DTN adjoint. Lui, le diplômé de la faculté des sciences du sport de l'université de Leipzig en Allemagne et ancien entraîneur de l'ASFA de Saint-Louis Basket Club est membre de l'encadrement technique des équipes nationales. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'info, la suite avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. À tout de suite.